La colonie des EFO ne s'est pas construite en un jour. Il a fallu environ 20 ans à la France pour mettre ensemble des peuples polynésiens qui jusqu'alors menaient une existence autonome. Mais pourquoi la France s'est-elle intéressée aux îles de la Polynésie orientale? Nous sommes en fait dans la logique de l'expansion de l'Europe dans le monde. Cette expansion a été missionnaire, puis commerciale, avant de devenir militaire à partir de 1870. Les grandes puissances européennes se lancent alors dans la construction de vastes empires coloniaux en Afrique, en Asie et bien sûr dans le Pacifique. L'Océanie est progressivement partagée entre l'Angleterre qui s'intéresse à la Mélanésie et à la Polynésie centrale, l'Allemagne qui elle s'installe plutôt en Micronésie, et la France qui possède déjà la Nouvelle-Calédonie depuis 1853 et qui souhaite s'installer en Polynésie orientale, d'autant qu'elle possède là déjà les îles Marquises et elle assure un protectorat sur les îles Gambier et sur Tahiti. Comment la France va-t-elle s'approprier ces territoires, puis les administrer dans les premiers temps de la colonisation? La première étape de cette appropriation est la reconquête sanglante des Marquises, déjà annexées en 1840 puis délaissées. Nous sommes en 1880. Une fois les Marquises soumises, la France négocie l'annexion du royaume Pomaré qui s'étend sur Tahiti, Moorea, une partie des Tuamotu, Tupuai et Raivavae. L'histoire officielle nous dit que le roi Pomaré V a cédé ses États à la France le 29 juin 1880. Et il est vrai qu'un traité en ce sens a été signé par le roi et quelques chefs pro-français. Mais cette signature s'est faite sans le consentement de l'entourage du roi et contre l'avis de beaucoup de chefs de Tahiti opposés à cette annexion et qui ont été écartés de la négociation. Le royaume Pomaré annexé, la France s'est ensuite livrée à la très difficile conquête des îles sous le vent, mais elle se heurte aux populations de ces îles évangélisées par des missionnaires protestants anglais. Parmi les opposants, le chef Te Raupo de Raiatea se montre le plus virulent. Le gouverneur Gallet décide de passer à l'offensive en 1897. Les îles de la Société et les Marquises annexées, la France entreprend alors d'intégrer d'autres îles et archipels à la colonie des EFO. Les Gambier en 1882, Rapa en 1887, Raiatea en 1898, Rurutu en 1900 et Rimatara en 1901. Les EFO sont donc devenus une colonie de l'empire colonial français, qui est le deuxième empire colonial du monde, derrière celui de l'Angleterre. Cet empire est immense et s'est surtout développé en Afrique. Dans cet empire, les EFO sont très peu de choses en fait. Ils comptent 30 000 habitants sur 2500 km². L'empire colonial français, c'est 60 millions d'habitants sur 12 millions de km². En général, les habitants des colonies sont considérés comme sujets et n'ont aucun droit. Ils sont même souvent exploités, en particulier par les grandes compagnies. Et ils sont traités d'ailleurs comme des esclaves. La situation des EFO est différente car on y trouve à la fois des sujets et des citoyens. En effet, c'est unique dans l'histoire coloniale du XIXe siècle, la donation de ces États à la France par Pomaré V a fait que ces sujets sont devenus citoyens français. Mais cette citoyenneté n'a pas été élargie aux autres îles de la Polynésie orientale. C'est ainsi que les Marquésiens, les Mangaréviens, les Raromatai, les Rapa, les Rimatara demeurent sujets. La colonie est dirigée par un gouverneur qui a tous les pouvoirs. Il est assisté d'un conseil privé qui n'a qu'un rôle consultatif. Dans les archipels, il est représenté par des administrateurs qui sont le plus souvent des médecins militaires. Autour du gouverneur gravite une micro-société influente composée de colons et de quelques chefs tahitiens que l'on retrouve au Conseil général. Le Conseil général critique si durement l'administration qu'en 1903, le gouverneur Petit obtient sa suppression. La population polynésienne n'intervient guère dans la vie publique qu'au travers des conseils de district qui sont un peu l'équivalent des conseils municipaux métropolitains. Elle est aussi représentée et défendue par quelques chefs ainsi que par les églises. On constate que, comme beaucoup de sociétés coloniales, la société des EFO est cloisonnée et hiérarchisée. Au sommet de la pyramide, on trouve le gouverneur, les colons aisés, les chefs qui mènent grand train de vie et qui se retrouvent dans les cercles privés de papeete. À la base de la pyramide, on va retrouver les populations polynésiennes, de loin les plus nombreuses, et qui continuent à vivre de manière très traditionnelle, sous le contrôle très vigilant des prêtres et des pasteurs.
Entre les deux évoluent un certain nombre de colons peu fortunés qui souvent ont pris une femme tahitienne et qui font un peu le lien entre les deux communautés. Il faut ajouter à ce tableau de la société de l'époque l'installation d'un nombre croissant de ressortissants chinois, surtout à partir de 1907. Sur le plan économique, les EFO sont une colonie en somnolence. On rappellera tout d'abord que le choc biologique qui a suivi les premiers contacts a décimé la population qui ne cesse de décroître. On a donc un espace en friche, mal mis en valeur, faute de bras. Mais cet espace demeure peu intéressant pour une exploitation d'envergure. Par ailleurs, entre 1880 et 1914, les EFO sont une colonie isolée, perdue au centre du Pacifique et oubliée de sa métropole. Jusqu'en 1914, l'essentiel des relations commerciales se fait vers San Francisco ou Auckland. Il n'existe aucune ligne maritime régulière avec la métropole avant 1923. L'économie de marché se développe malgré tout après 1880, autour du copra et de la vanille. La production est le fait de petites exploitations familiales qui en retirent quelques profits. Elle enrichit surtout les intermédiaires et les sociétés commerciales. En dehors des produits agricoles, l'exploitation de la nacre et des phosphates fait entrer la colonie dans l'économie de traite que l'on peut apparenter au pillage des ressources. La nacre est utilisée en boutonnerie et représente un marché considérable à l'échelle de la planète. Elle donne lieu à des campagnes de plonge très réglementées qui se pratiquent d'atoll en atoll. L'exploitation des phosphates par la Compagnie française des phosphates d'Océanie, quant à elle, commence vraiment en 1911 et se développera après-guerre. Les EFO, vers 1900, apparaissent comme une colonie du bout du monde, délaissée par la métropole, finalement peu exploitée, bénéficiant d'un statut particulier, mais bien incluse dans le système colonial.